Un juge insensible et raciste s'est moqué avec cruauté des béquilles d'un homme et l'a accusé d'avoir simulé une blessure. La salle d'audience s'est instantanément figée lorsque l'homme a discrètement révélé qu'il avait perdu sa jambe au combat pour défendre le pays. La salle d'audience était silencieuse lorsque Samuel entra. Le bruit de ses béquilles frappant le sol en marbre poli résonnait dans le hall tel un métronome lent et rythmé. Chacun de ses pas attirait des regards silencieux, non pas de respect, mais de curiosité teintée d'inconfort. L'air sentait vaguement la poussière et le vieux papier, ce parfum sec et lourd qui imprégnait les palais de justice construits à une autre époque. La lumière filtrait par de hautes fenêtres cintrées, éclairant les cadres en laiton des portraits qui ornaient les murs, des rangées d'anciens juges, tous en robe noire, figés dans l'huile et le souvenir. Samuel les dépassa, son blazer d'uniforme repassé impeccablement, ses médailles luisant doucement sur le tissu sombre. Chacune d'elles captait un éclat de soleil, de minuscules éclats d'or qui murmuraient des histoires de désert, de coups de feu et de frères perdus. Mais rien de tout cela n'avait d'importance ici. Dans cette salle, il n'était qu'un homme comme les autres, avec des béquilles. Le juge Raymond Clermont était assis à son siège, la posture relâchée, une main posée paresseusement sur son menton. C'était un homme large d'esprit, avec cette arrogance qui lui venait de décennies de pouvoir sans contrôle. Sa voix, lorsqu'elle rompit enfin le silence, était lourde de dédain. Il marmonna quelque chose comme quoi le tribunal n'était pas un hôpital et demanda si le vieil homme avait appris à marcher avant de gaspiller l'argent du contribuable. Un rire léger, gêné, mais cruel tout de même, parcourut la galerie. Samuel s'arrêta à la table des plaignants, les jointures blanchissant sous les poignées de ses béquilles. Il se stabilisa, non pas à cause de la douleur, mais de la douleur de l'humiliation qui le brûlait. Le sourire narquois du juge s'élargit, nourri par la réaction de la salle. Samuel posa sa mallette et leva les yeux, croisant le regard du juge. Il n'y avait aucune colère dans son expression, seulement une endurance calme, fruit d'années passées à savoir quand le silence parlait plus fort que les mots. Il avait appris depuis longtemps que certaines batailles ne se livraient ni à coups de poing ni à coups de rage. Elles exigeaient patience, précision et timing. Le juge commença à feuilleter le dossier avec un ennui exagéré, remarquant que l'écriture du plaignant tremblait, probablement à cause d'un traumatisme lié à une blessure, et que le tribunal ne pouvait pas entendre le témoignage d'une personne qui était, selon ses propres termes, mentalement affaiblie par des blessures de guerre. L'huissier, un jeune officier debout près de la porte, remua avec inquiétude mais ne dit rien. De l'autre côté des hautes fenêtres, des nuages épais et gris déferlaient sur la ville, comme s'ils reflétaient la lourdeur intérieure. L'avocat de Samuel, un jeune homme commis d'office à la dernière minute, se pencha et murmura quelque chose sur le fait de garder son sang-froid, de ne pas irriter davantage le juge. Mais Samuel n'était pas en colère, pas comme on l'aurait cru. Ce qu'il ressentait était plus froid, plus lourd, quelque chose qui se mouvait sous la surface comme un courant de fond. Il avait déjà dû affronter le rire, lors de l'entraînement de base, lorsque les recrues se moquaient de sa voix douce, et de nouveau des années plus tard, lorsqu'il avait boité pendant sa rééducation pour essayer d'apprendre à se tenir debout sur une prothèse de jambe qui ne lui ressemblait jamais vraiment. Mais ces moments lui avaient appris une chose, la pitié et la moquerie provenaient de la même source, la peur. Et les gens craignaient ce qu'ils ne comprenaient pas. Quand vint le moment de parler, la voix de Samuel était basse mais assurée. Il expliqua que son propriétaire l'avait expulsé illégalement alors qu'il se remettait encore d'une opération, que son loyer avait été payé en totalité et que ses biens avaient été saisis sans procédure régulière. Le juge fit un geste dédaigneux de la main, jetant à peine un coup d'œil aux documents. Il parla de la charge de la preuve incombant au demandeur et laissa entendre que l'expulsion était peut-être justifiée si l'homme ne pouvait pas entretenir correctement son logement en raison de son handicap. De nouveaux rires parcoururent la salle d'audience, un son plus froid, plus aigu cette fois. Ce n'était pas de l'humour, c'était de la cruauté déguisée en ordre. Samuel parcourut la pièce du regard, son regard passant d'un visage à l'autre, ne voyant rien d'autre que le reflet de sa douleur, reflété dans une indifférence polie. Le juge mit fin à l'audience brusquement, annonçant que le tribunal n'examinerait pas ce qu'il qualifiait de cas frivole d'un homme en quête de compassion. Il ordonna au greffier de classer le dossier comme non classé. Le marteau s'abattit violemment, un coup sec qui résonna dans la salle comme un coup de feu. Le bruit réveilla quelque chose au plus profond de Samuel, non pas la colère, mais le souvenir. L'espace d'un instant, il se retrouva de nouveau dans le désert,
l'explosion résonnant dans ses oreilles, la fumée lui étouffant les poumons, le poids du corps d'un autre homme contre son épaule tandis qu'il le tirait hors du feu. Il cligna des yeux, la vision s'estompant aussi vite qu'elle était apparue, remplacée une fois de plus par la salle d'audience stérile, les visages méprisants et le juge qui venait de le dépouiller de sa dignité devant une foule. Il rassembla ses papiers lentement, méthodiquement, refusant de montrer le tremblement qui voulait lui monter au bras. Ses béquilles claquèrent doucement sur le sol tandis qu'il se retournait pour partir. Personne ne dit mot. Même les rires s'étaient tus, remplacés par le silence gêné qui accompagnait toujours les excès de cruauté. Le juge chuchota quelque chose à son greffier, puis se laissa aller dans son fauteuil avec un sourire satisfait, comme s'il avait gagné quelque chose. Mais lorsque Samuel leva les yeux une dernière fois, leurs regards se croisèrent à travers la salle, et son sourire s'évanouit. Il y avait quelque chose dans le regard de Samuel qui n'avait pas sa place dans une salle d'audience. C'était le même regard calme d'un soldat qui avait déjà survécu à la mort et savait exactement comment l'affronter à nouveau. Dehors, l'air automnal était froid et vif, de celui qui emplissait ses poumons d'une piqûre qui le faisait se sentir vivant. Les journalistes s'attardaient sur les marches du palais de justice, chuchotant à propos du vieux combattant humilié par le juge. Les flashs des appareils photo capturèrent brièvement sa sortie, l'image d'un homme appuyé sur des béquilles sous les imposantes colonnes de pierre, petites, fragiles même, se détachant sur l'architecture du pouvoir. Mais ce que personne ne vit, c'était le calme dans son regard, la façon dont sa mâchoire se crispait, non pas de défaite, mais de détermination. Il descendit lentement les marches, s'arrêtant une fois pour ajuster sa prise. Un jeune journaliste s'avança, micro levé, lui demandant s'il avait quelque chose à dire sur les remarques du juge. Samuel secoua simplement la tête. Sa voix, lorsqu'elle parvint enfin, était à peine plus qu'un murmure, mais elle était d'une fermeté absolue. Il dit que la justice avait de nombreux visages, certains cruels, d'autres bienveillants, et qu'il fallait parfois lui rappeler ce qu'elle représentait. Puis il s'éloigna, l'écho de ses béquilles se fondant dans le bruit de la circulation et du vent. À l'intérieur du palais de justice, le juge Clermont rit intérieurement, se vantant auprès de son greffier d'avoir remis un autre pique-assiette à sa place. Le greffier força un sourire, bien qu'une lueur d'inquiétude brillât dans son regard. Il avait vu quelque chose de différent chez cet homme, quelque chose que le juge, dans son arrogance, avait complètement manqué. Car sous le calme, sous la sérénité, il y avait un avertissement. Ce soir-là, dans un petit appartement éclairé seulement par la lueur d'une lampe de bureau, Samuel disposa ses vieilles médailles sur la table. Il passa du doigt les mots gravés « bravoure »,« honneur »,« service ». Il ne brillait plus comme autrefois, terni par des années de négligence et le poids du souvenir. Mais pour lui, il rappelait quelque chose de pur, une époque où la vérité comptait encore. Il les fixa longuement, puis attrapa son téléphone. L'écran s'illumina d'une liste de contacts que peu d'hommes auraient pu rêver d'avoir. Il y avait des noms puissants d'une vie qu'il avait laissée derrière lui. Et tandis que son pouce planait sur l'un d'eux, une détermination silencieuse se lisait sur son visage. Dehors, les lumières de la ville brillaient dans le ciel nocturne. Quelque part dans cette lueur, hors de portée de l'ombre du palais de justice, quelque chose commença à bouger doucement, efficacement et avec détermination. L'homme dont il se moquait ne resterait pas silencieux. Il avait été soldat, et les soldats ne se battaient pas pour la pitié. Ils se battaient pour la vérité. Et bientôt, tous les présents allaient apprendre le prix à payer pour se moquer de l'homme à béquilles. Cette nuit-là, quelque chose commença à se produire en coulisses, quelque chose qui allait faire regretter à toute la salle d'audience d'avoir ri de cet homme à béquilles. La nuit qui suivit l'humiliation judiciaire s'étendit longue et pesante dans le petit appartement de Samuel. La lueur d'une unique lampe de bureau se répandit dans la pièce, projetant ses médailles d'une douce lumière ambrée. Elles étaient disposées sur la table en bois usé et bronze, argent et or, chacune gravée de mots comme bravoure, bravoure et service. Il les fixa comme s'il cherchait à savoir si elles avaient encore une signification dans le monde où il vivait désormais. Dehors, la pluie frappait doucement la fenêtre, brouillant les lumières de la ville en filets de couleurs. Quelque part en contrebas, une sirène hurla et s'éteignit, engloutie par la nuit. Samuel resta assis, immobile, ses béquilles appuyées contre la chaise à côté de lui, le visage indéchiffrable mais les yeux vivaces de souvenirs. Dans le silence, le bourdonnement de la lampe s'estompa dans le souffle du vent. Puis vint le bruit, un rugissement de moteur, le crépitement d'une radio, la tempête de sable qui engloutit tout.
Ce souvenir le frappa avec la clarté d'un rêve trop vif pour être ignoré. Il était de retour dans le désert, l'air épais de fumée et de chaleur. Son escouade avait été prise en embuscade lors d'un convoi, cloué au sol par les tirs ennemis. La radio qu'il tenait à la main avait hurlé de parasite, la voix du général s'étant fait entendre, ordonnant l'évacuation. Mais Samuel avait refusé de partir. L'un de ses hommes, le caporal Diaz, était resté coincé sous les décombres d'un véhicule en feu. Les autres voulaient battre en retraite pour se sauver avant que l'explosion ne les emporte, mais Samuel était resté. Il sentait encore le poids de l'uniforme ensanglanté de Diaz tandis qu'il le tirait pour le libérer, le sable lui mordant le visage, le feu consumant tout autour d'eux. Puis vint l'explosion, un éclair blanc, puis le silence. Il s'était réveillé quelques jours plus tard dans un hôpital militaire, des tubes dans le bras et un moignon bandé à la place de sa jambe. On lui avait annoncé que Diaz avait survécu. On lui avait dit qu'il avait sauvé 8 hommes ce jour-là. On l'avait qualifié de héros. Mais lorsqu'il avait finalement été libéré, le monde qu'il avait autrefois acclamé était déjà passé à autre chose. Les médailles, les honneurs, les défilés, tout cela était un symbole de gratitude de la part d'un pays qui avait vite oublié comment prendre soin des hommes qui le maintenaient en vie. Il se souvenait d'être assis dans ce même appartement des mois plus tard, luttant contre la douleur juste pour monter les escaliers, remplissant d'innombrables formulaires d'aide aux anciens combattants qui n'étaient jamais traités, chaque lettre de refus soigneusement pliée et classée. Entre opérations chirurgicales et nuits blanches, le monde était devenu plus petit, plus cruel. L'avis d'expulsion était venu comme une insulte finale. Il était imprimé sur du papier blanc, remis par un homme souriant qui feignait la compassion. Le propriétaire avait invoqué des retards de paiement et des dommages matériels, 2 mensonges. Samuel avait tous les reçus, toutes les preuves, mais lorsqu'il se présenta au tribunal, le juge ne les avait même pas examinés. Ce n'est que plus tard qu'il découvrit la vérité. La propriété n'appartenait absolument pas à son propriétaire, elle appartenait à une société de promotion immobilière qui avait discrètement racheté des dizaines de logements sociaux à travers la ville, ciblant les anciens combattants et les personnes âgées. Plus il creusait, plus la situation s'aggravait. Le conseil d'administration de la société comptait 2 donateurs importants de sa campagne, tous deux liés au juge Raymond Clermont. Ce même juge qui se moquait de ses béquilles et le traitait de fardeau approuvait des expulsions comme la sienne depuis des années, aidant les investisseurs à se débarrasser de locataires pour des projets de luxe. Samuel étala les documents d'expulsion sur la table, à côté de ses médailles. L'encre coulait légèrement sous son pouce, comme si même le papier portait le poids de la tromperie. Il repensa à la guerre, à la façon dont les ennemis portaient alors des uniformes, à la façon dont on pouvait reconnaître ses adversaires à la couleur de leur drapeau. Ici, dans ce monde, les uniformes étaient des costumes, les armes des lois et les champs de bataille des tribunaux. Les visages des puissants étaient propres, polis, intouchables. Mais sous leur sourire se cachait la même corruption qu'il avait vue à l'étranger, la même corruption qui se nourrissait de faiblesse et de silence. Il ouvrit un tiroir et en sortit une petite photo, une image délavée de lui-même, en tenue complète, aux côtés de son ancien peloton. Ils étaient tous plus jeunes à l'époque, le visage couvert de poussière, les yeux brillants d'un mélange de peur et de fierté. Quelques-uns étaient partis. D'autres avaient évolué, certains dans le gouvernement, d'autres dans la sécurité privée ou les agences fédérales. Un nom s'imprégnait de sa mémoire. Daniel Ross, son ancien commandant, aujourd'hui enquêteur principal au ministère de la Défense. Il ne s'était pas adressé la parole depuis des années. Mais Samuel savait que sa parole avait encore du poids. Alors qu'il fixait la photo, son téléphone vibra, un nouveau message. Il venait de Mike Turner, un marine à la retraite qui avait perdu un bras dans l'explosion qui avait emporté la jambe de Samuel. Ils se rencontraient de temps en temps au centre des anciens combattants. Le message était court, un avertissement écrit entre les lignes. J'ai entendu ce qui s'est passé. Clermont est protégé. Ne le poursuis pas, samedi. Tu ne peux pas lutter contre le pouvoir comme ça. Samuel le relut 2 fois avant de raccrocher. Il ne répondit pas. Le message lui rappela une phrase de Diaz pendant cette longue nuit dans le désert. Tu ne peux pas gagner celle-là. Mais Samuel avait gagné celle-là. Il l'avait toujours fait. Il se laissa aller dans son fauteuil, la pluie dehors devenant plus forte, tambourinant contre la vitre comme des coups de feu lointains. La ville bourdonnait en contrebas, agitée, indifférente. Il pensa à tous ces hommes comme lui, des hommes qui avaient échangé leurs membres et leurs années contre un drapeau, pour finalement retourner dans un système qui les traitait comme des objets jetables.
Il repensa au rire du juge, à la façon dont la salle d'audience l'avait regardé souffrir en silence. L'humiliation ne le piquait plus. Elle s'était transformée en quelque chose d'autre, un but. Il ramassa ses médailles une à une, caressant le métal du pouce. Elles n'étaient plus des symboles de gloire. Elles étaient des rappels de qui il était et de ce dont il était encore capable. La dernière médaille, la plus haute distinction nationale, brillait faiblement à la lumière de la lampe. Il l'avait reçue d'un général qui lui avait dit avoir fait le genre de choix qui définit les hommes pour la vie. Maintenant, ce choix lui revenait comme un fantôme, celui de rester debout malgré la douleur, de se battre quand l'issue était impossible. Il saisit à nouveau son téléphone, parcourant ses contacts jusqu'à trouver le numéro qu'il n'avait pas appelé depuis des années. Son pouce plana sur l'écran, hésitant un instant avant d'appuyer sur le bouton d'appel. La ligne sonna une fois, deux fois, puis un déclic. Il n'eut pas besoin de se présenter. La voix à l'autre bout du fil le reconnut instantanément. Calme, précise, le genre de voix qui appartenait à quelqu'un qui comprenait le poids du silence. Samuel ne dit pas grand-chose, juste qu'il avait besoin de parler, qu'il s'agissait de corruption dans un tribunal d'État et qu'un certain Clarmont était au cœur de l'affaire. La réponse fut rapide, deux mots qui firent fermer les yeux à Samuel et soupirer. On s'en occupe. Il raccrocha et s'adossa, écoutant la pluie commencer à diminuer. Quelque part au loin, le tonnerre gronda, faible, régulier, inévitable. Il ignorait ce qui allait suivre, mais il savait que l'orage avait commencé. À l'aube, la pluie cessa. La ville était redevenue calme, propre et froide. Debout près de sa fenêtre, Samuel observait le soleil percer les nuages, sa lumière se reflétant sur les tours de verre du centre-ville, ces mêmes tours appartenant aux hommes qui pensaient l'avoir écrasé. Il boutonna soigneusement son blazer, remit ses médailles en place et prit ses béquilles. Le poids sur ses épaules semblait désormais plus léger. En bas de la rue, les moteurs ronronnèrent. Un élégant SUV noir tourna au coin de la rue et s'arrêta devant les marches du palais de justice. Les portières étaient teintées, mais la plaque d'immatriculation portait un sceau qui incitait les passants à y regarder à deux fois avant de détourner rapidement le regard, un sceau que peu osaient remettre en question. Le lendemain matin, un SUV noir s'arrêta devant le palais de justice, sa plaque d'immatriculation marquée d'un sceau que peu osaient remettre en question. L'audience suivante attira une foule plus nombreuse que prévu. À l'arrivée de Samuel, des caméras étaient déjà alignées sur les marches du palais de justice, leurs objectifs capturant chaque mouvement avec la soif d'une information de dernière minute. L'air matinal vibrait de murmures, certains le reconnurent grâce à la vidéo virale qui avait circulé quelques jours plus tôt, montrant un vétéran moqué en audience publique. D'autres étaient venus voir si le vieil homme en béquille allait s'incliner à nouveau ou se relever pour riposter. À l'intérieur, la salle d'audience était plus lumineuse qu'avant, la lumière du soleil se répandant sur le sol poli comme si la nature elle-même voulait assister à ce qui allait se passer. Le juge Clarmont était assis à son banc, l'air suffisant et posé, tapotant son stylo sur le bureau avec une arrogance lente et rythmée. Il arborait la même expression que la dernière fois, le sourire narquois et nonchalant d'un homme convaincu de son pouvoir. Pour lui, ce n'était qu'une formalité. Le greffier murmura quelque chose à propos de la presse dehors, et il marmonna que cela n'avait aucune importance. Les caméras adorent les imbéciles, dit-il dans un souffle, les yeux se tournant vers la porte. Lorsque Samuel entra, le silence qui s'abattit sur la pièce était différent cette fois, plus pesant, incertain. Il avançait du même pas posé, ses béquilles claquant doucement, mais son visage ne trahissait ni colère ni défaite. Son blazer d'uniforme était repassé, ses médailles polies jusqu'à briller sous les lumières du plafond. La galerie le regarda traverser la salle, certains avec un respect discret, d'autres avec curiosité. Même le regard de l'huissier le suivit avec une pointe d'hésitation, comme s'il sentait quelque chose de différent chez lui aujourd'hui. Samuel atteignit la table des plaignants et y posa un petit étui en cuir usé. Le bruit qu'il fit, un léger choc contre le bois, était banal, et pourtant il fit bouger l'air. Le juge s'éclaircit la gorge, prêt à reprendre la moquerie qu'il avait autrefois fait rire, mais Samuel le prévint. Sa voix était calme, basse, avec l'autorité ferme de quelqu'un habitué à être obéi. Il dit qu'avant la reprise de l'audience, le tribunal devait examiner un point. Le juge fronça les sourcils, impatient, lui précisant qu'il ne s'agissait pas d'une audience militaire, mais d'un tribunal civil et qu'il ne tolérerait pas de mise en scène. Mais Samuel n'y protesta pas. Il ouvrit simplement l'étui en cuir et le tourna vers le banc. À l'intérieur,
brillant au soleil, se trouvait un insigne argenté lourd, reconnaissable entre mille, gravé d'un aigle dont les ailes se déployaient au-dessus des mots gravés. Département de la Défense des États-Unis, Bureau de l'inspecteur général. Samuel expliqua, ces mots fondant le silence comme des coups mesurés. Il affirma que l'affaire d'expulsion n'était qu'un leurre, une couverture nécessaire à une opération de plus grande envergure. Le ministère de la Défense surveillait un schéma d'inconduite judiciaire lié à la fraude immobilière, un réseau de juges et de promoteurs qui utilisaient la loi pour expulser des citoyens vulnérables à des fins lucratives. Le nom du juge Clarmont était apparu à plusieurs reprises, lié à des comptes fictifs, des autorisations falsifiées et des dons de campagne déguisés en aide au logement. Le dossier de Samuel était une preuve dans une enquête fédérale en cours, une enquête qui prenait discrètement de l'ampleur depuis des mois. Le visage du juge se vida de ses couleurs. Il balbutia quelque chose à propos de la compétence, expliquant que le gouvernement fédéral n'avait aucune autorité pour intervenir dans les affaires de propriété de l'État sans autorisation. Sa voix se brisa sur le dernier mot. La salle d'audience était plongée dans un silence total, à l'exception du faible bourdonnement des caméras qui filmaient tout. Samuel n'éleva pas la voix. Il n'en avait pas besoin. Il dit simplement que la corruption ne reconnaissait pas la compétence, et la justice non plus. Il rappela au juge qu'il avait jadis prêté serment de défendre la Constitution contre tous les ennemis, étrangers comme nationaux. L'ironie de répéter ces mots ici, devant un homme qui avait prêté le même serment pour le trahir, ne lui échappa pas. Puis les portes du fond de la salle d'audience s'ouvrirent. 2 hommes en costume sombre entrèrent discrètement, d'un pas assuré et posé. Ils portaient des dossiers noirs et des accréditations assorties aux badges posés sur la table de Samuel. La foule s'écarta tandis qu'ils avançaient, le bruit de leurs chaussures sur le sol résonnant comme le rythme mesuré d'un compte à rebours. Ils vinrent se placer derrière Samuel, leur posture formelle mais protectrice, non pas comme des gardes, mais comme des camarades. L'un d'eux avait servi sous ses ordres en Afghanistan, l'autre avait été officier du renseignement militaire pendant la campagne qui avait coûté sa jambe à Samuel. Les voir ensemble était presque cinématographique, 3 soldats réunis, non pas sur un champ de bataille de sable et de fumée, mais bâtis sur le mensonge et le pouvoir. Le juge exigea de savoir de quoi il s'agissait, d'une voix rauque et tremblante. Il demanda s'il s'agissait d'une forme d'intimidation, si le gouvernement fédéral pensait pouvoir pénétrer dans sa salle d'audience et saper son autorité. La réponse de Samuel fut calme, mais catégorique. Il dit que ce n'était pas de l'intimidation. C'était de la responsabilité. Ces 2 mots flottaient dans l'air comme un verdict. Un vacarme soudain éclata au fond de la salle lorsque des agents fédéraux entrèrent par la porte latérale, cette fois, non silencieusement. Leurs badges clignotèrent tandis qu'ils s'avançaient rapidement, bloquant les sorties et ordonnant à la sécurité du tribunal de se retirer. Quelques journalistes tentèrent de se lever, mais les agents leur firent signe de rester assis. La retransmission en direct de l'audience s'interrompit brusquement, l'écran extérieur ne diffusant que des parasites. À l'intérieur, la tension était électrique, vive. La plume du juge Clarmont lui glissa des doigts et tomba au sol avec fracas. Son marteau tremblait sous sa main. Il bredouilla quelque chose à propos d'abus de pouvoir judiciaire, de ce qui était scandaleux. Mais ses paroles trébuchaient sous le poids des preuves qui lui étaient présentées. Documents signés, livres de comptes et transcriptions de courriels portant son nom. Chaque page était un clou dans le cercueil de sa carrière, du pouvoir dont il avait si longtemps abusé. Son arrogance se transformait en incrédulité, l'incrédulité en peur. Le même homme qui s'était moqué d'un vétéran pour ses béquilles se retrouvait maintenant incapable de tenir sous le poids de sa propre culpabilité. Samuel observait en silence les agents s'approcher du tribunal. La scène était étrangement poétique, le rythme de la justice s'inversant en temps réel. Chaque insulte, chaque sourire cruel, chaque abus d'autorité avait conduit à ce moment. Et maintenant, l'équilibre était en train de basculer. Il ne souriait pas, ne jubilait pas. Son expression était calme, la même détermination inébranlable qu'il avait manifestée au combat. Il avait déjà mené des batailles avec des balles et du feu, mais celle-ci était menée avec la vérité, et la vérité, pensait-il, était bien plus mortelle. Le juge tenta une dernière fois de parler, exigeant de savoir qui était vraiment Samuel. La question brisa le silence, tremblante de peur et de désespoir. Samuel Sodin's son regarde. Il lui dit qu'il était exactement ce que le juge l'avait accusé de ne pas être, un homme intègre,
un soldat qui avait servi son pays quand des hommes comme Clermont ne servaient qu'eux-mêmes. Sa voix était basse, mais elle résonnait dans la salle avec le poids de la certitude. Pendant tout ce temps, Samuel resta immobile, ses béquilles en équilibre, ses médailles luisant faiblement sous la lumière. Aux yeux de tous, il ressemblait à un homme qui retrouvait simplement sa dignité. Mais pour ceux qui comprenaient le langage du pouvoir, il était bien plus que cela. Un rappel que la vérité, une fois révélée, ne pouvait être enterrée à nouveau. Le juge baissa les yeux, la voix brisée, tandis qu'il murmurait une supplication restée sans réponse. Les agents s'avancèrent et lui lurent ses droits. Son marteau lui glissa des mains et roula sur le banc, s'immobilisant au pied de Samuel. L'espace d'un instant, la salle entière se figea, le bruit de l'arrêt sembla marquer la fin d'une époque. Samuel baissa les yeux vers le marteau tombé, puis leva les yeux vers l'homme qui avait autrefois ri de sa douleur. Le silence entre eux exprimait tout ce que les mots ne pouvaient dire. La justice avait un son, pensa-t-il, non pas le coup d'un marteau, mais la chute de l'arrogance face à ses conséquences. Le marteau qu'il avait autrefois moqué tremblait maintenant dans la main de son propriétaire. Mais ce n'était que le début, car Samuel n'avait pas fini. Il avait un dernier message à transmettre à tous les fonctionnaires qui se croyaient intouchables. En quelques jours, l'affaire fit le buzz à l'échelle nationale. Des extraits de l'audience furent diffusés sur toutes les grandes chaînes, montrant le moment où le juge Raymond Clermont se moquait des béquilles d'un vétéran et l'expression d'incrédulité qui parcourut la salle d'audience lorsque Samuel révéla l'insigne fédéral. Les images furent rediffusées sur toutes les chaînes. Les présentateurs analysaient chaque image, les associations de vétérans réclamaient des comptes et les réseaux sociaux explosaient de fureur. La vue d'un héros de guerre âgé humilié par un homme en robe devint le symbole de tout ce dont les gens étaient lassés. La corruption, l'arrogance et l'abus de pouvoir qui se cachent derrière la respectabilité. Devant le palais de justice, des manifestations éclatèrent. Des vétérans en uniforme se tenaient côte à côte avec des citoyens ordinaires, brandissant des pancartes sur lesquelles on pouvait lire « Justice pour Samuel » et « Personne au-dessus des lois ». Le palais de justice, autrefois résonnant de rire, tremblait désormais sous le poids de l'indignation nationale. Tous les cars de reportage de la ville bordaient la rue, les journalistes diffusant en direct depuis les marches où Samuel avait autrefois marché seul. L'enquête progressa plus vite que prévu. Des agents fédéraux publièrent des documents révélant les années de transactions financières secrètes de Clermont avec les promoteurs qui avaient volé la maison de Samuel. Virements bancaires, comptes offshore et une longue trace écrite menant directement au bureau politique de tout l'État. Le juge, autrefois intouchable, fut dépouillé de sa robe, accusé de corruption, de fraude et d'entrave à la justice. Des caméras le filmèrent escorté, menotté, la tête baissée, son sourire narquois disparu. Derrière lui, les personnalités les plus influentes de la ville commencèrent à tomber. Les promoteurs qui avaient bâti leur fortune sur des terrains volés furent inculpés en vertu des lois fédérales sur le racket. Les sociétés immobilières qui avaient financé les campagnes de Clermont furent gelées par décision de justice. Même un sénateur démissionna discrètement après que son nom eût été mentionné dans les dossiers révélés par l'enquête de Samuel. L'empire qui s'était moqué des béquilles d'un homme s'effondrait brique après brique. Pourtant, au milieu du chaos, Samuel demeurait immobile. Il ne se vantait pas et ne cherchait pas à se venger. Lorsque les journalistes l'entouraient pour obtenir ses commentaires, il parlait avec une retenue discrète, se contentant de dire que la vérité avait son heure et qu'il avait simplement attendu assez longtemps pour qu'elle arrive. Dans son appartement, les médailles reposaient toujours sur la table où il les avait laissées, baignant dans la lumière du matin. Pendant des années, elles lui avaient rappelé la douleur et la perte, une jambe arrachée et des frères enterrés à l'étranger. Maintenant, elles semblaient signifier quelque chose de nouveau, non pas la gloire personnelle, mais un rappel que le courage ne rugit pas toujours. Parfois, il tient bon. Il avait affronté la mort au combat et les préjugés en paix, et tous deux avaient tenté de le briser. Aucun n'y était parvenu. Le jour où la sentence de Clermont fut prononcée, Samuel retourna au palais de justice. Les marches étaient de nouveau bondées, mais cette fois, la foule était là pour lui. Des vétérans le saluèrent à son approche, leurs mains tremblant non pas de l'âge mais de l'émotion. Les micros des médias se groupèrent comme des oiseaux de fer, attendant. Samuel ajusta sa béquille et leur fit face. Sa voix portait aisément à travers la place. Il affirmait que le handicap n'était pas une marque de faiblesse, mais une preuve de survie, que ceux qui avaient donné leur corps pour leur pays avaient déjà payé le prix fort,
et que nul n'avait le droit de minimiser ce sacrifice. Son ton était calme mais posé, chaque mot mesuré, chaque pause réfléchie. Même ceux qui regardaient sur des écrans à des kilomètres pouvaient sentir le poids de ses paroles. Pour une fois, le monde l'écoutait, son message s'est propagé, relayé par les gros titres et les hashtags, jusqu'à atteindre des sommets bien au-delà du palais de justice. Les chaînes d'information ont rediffusé son discours dans son intégralité. Les écoles en ont discuté en classe. Les législateurs ont débattu de réformes visant à protéger les anciens combattants handicapés contre la discrimination en matière de logement. Un mois plus tard, une nouvelle initiative fédérale a été promulguée. La loi est qui accorde des protections supplémentaires en matière de logement aux militaires blessés et aux anciens combattants. Le président lui-même a convoqué Samuel à la Maison-Blanche et lui a remis une distinction pour son service militaire et son courage civique. L'événement a été retransmis dans tout le pays, mais Samuel a été bref, remerciant ceux qui l'ont soutenu et dédiant cette distinction à chaque soldat qui n'est jamais rentré chez lui. De retour dans sa ville, le changement s'est opéré lentement mais sûrement. Le palais de justice a reçu une nouvelle plaque honorant les anciens combattants qui ont servi la nation avec intégrité. Le banc où Clermont s'était moqué de lui a été remplacé par un siège commémoratif dédié à la justice par l'honneur. Chaque fois que Samuel passait, il ne s'arrêtait jamais pour jubiler. Il hochait simplement la tête, comme s'il reconnaissait que le monde pouvait encore apprendre, guérir. Le rire qui résonnait autrefois contre ces murs de marbre était désormais remplacé par le silence, celui né du respect. Et dans ce silence, son histoire survivait, racontée par d'autres qui voyaient en lui non seulement un soldat, mais un symbole de résilience. Un soir, alors que le soleil baissait, Samuel se tenait de nouveau sur les marches du palais de justice, l'air vif et immobile. Le marbre luisait faiblement sous la lumière couchante, et la ville autour de lui bourdonnait d'une vie paisible. Il baissa les yeux vers sa béquille, puis vers l'endroit où il avait été moqué, et prit une lente inspiration. Chaque coup de béquille contre le béton semblait avoir son propre rythme, calme, constant, imperturbable. Le son résonnait faiblement, non pas comme un rappel de faiblesse, mais de force acquise au fil des épreuves. Derrière lui, les flashs des appareils photo s'allumèrent une dernière fois, capturant l'image d'un homme qui avait mis à genoux tout un système, non pas par rage, mais par vérité. Et si vous croyez que la justice compte encore, alors partagez cette histoire, car quelqu'un a besoin de l'entendre aujourd'hui. Avertissement, l'histoire que vous venez de regarder est fictive. Elle explore les thèmes des préjugés judiciaires, du manque de respect extrême envers les anciens combattants et des graves conséquences de la cruauté et de l'arrogance. Ce récit vise à souligner l'importance de la dignité et de la responsabilité, notamment lorsqu'il s'agit de reconnaître les sacrifices consentis par les militaires.